Tourne à présent vers Hélène Frath. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Hélène Frath qui tous les matins a lu les journaux pour nous, et elle a une de la presse française aujourd'hui, c'est une nouvelle manifestation prévue demain, jeudi, contre la réforme du Code du travail. Une partie des syndicats, dont la CGT, juge toujours que le texte est trop défavorable aux droits des salariés, malgré les concessions du gouvernement. Tous dans la rue lancent l'Humanité, qui promet une mobilisation spectaculaire, dénonçant une nouvelle fois ce matin le tour de passe-passe gouvernemental qui aurait consisté à laisser croire à des reculs, à des réécritures. Manuel Valls répète, l'UMA n'a rien modifié d'essentiel dans ce texte si outrancièrement régressif qu'il inquiète les plus jeunes d'entre nous, je cite, des jeunes confrontés, on le sait, à un avenir incertain, mais qui resteraient confiants d'après La Croix, qui publie un sondage indiquant que 62% des 18-25 ans se disent sereins pour l'année à venir, 56% pour les 10 années qui viennent. Il semble aussi conserver un bon niveau de confiance envers les patrons, 53% d'entre eux disent leur faire confiance. Et malgré la contestation, le gouvernement, lui, continue de défendre le projet. Dans Libération, Michel Sapin, qui présente d'ailleurs ce matin sa loi anticorruption, martèle que les 9/10 des mesures proposées ont fait l'objet d'une concertation très large, je le cite. À propos de la colère d'une partie de l'électorat de François Hollande, le ministre des Finances dit vouloir briser le mur du scepticisme à gauche. Le temps est venu pour le président de remettre en avant les idéaux de gauche dans tout ce qu'il a fait depuis 2012. S'agissant d'une possible réélection de François Hollande en 2017, j'ai été enfant de cœur, mais je ne suis pas croyant, lance-t-il, ajoutant que François Hollande est à l'évidence le meilleur candidat de la gauche. Oui, mais quelle gauche? D'après Slate, la pensée stratégique à gauche ne peut désormais plus faire l'impasse sur la question gouvernementale. Et si l'écologie politique était malgré tout l'avenir de la gauche, s'interroge le site, qui affirme que les risques environnementaux et sanitaires ne sont pas également subis par les différentes classes sociales. De l'écologie nucléaire, elle a une également ce matin la contre-attaque de l'ancienne patronne d'Areva, Anne Lauvergeon. Accusée d'être responsable du démantèlement du géant du nucléaire, mise en cause dans le scandale Uramine qui a coûté 2 milliards d'euros à Areva, Atomic, Anne dit encaisser sans se plaindre les malveillances et les coups tordus, je la cite. La violence des attaques me sidère, déclare celle qui s'est reconvertie depuis dans le conseil en entreprise. Anne Lauvergeon qui a tenté, on le sait, en son temps de promouvoir le nucléaire 3G de nouvelle génération, l'EPR. Un choix stratégique contesté alors que le gouvernement souhaite que EDF construise désormais 2 réacteurs de ce type en Grande-Bretagne. Certains experts estiment que la santé financière du groupe est trop fragile pour se lancer dans ce projet. C'est ce que rappelle 20 minutes. Autre grand patron sur la sellette, le PDG de PSA, Carlos Tavares, qui a réussi, lui, à redresser les comptes de son entreprise en un an. Mais le doublement de son salaire, passé à 5 millions d'euros annuels, pose problème, indigne l'État actionnaire. Un salaire multiplié par 2, chance ou talent, s'interroge l'Obs, qui rappelle la disproportion entre le salaire de Tavares et ceux de son personnel, qui a vu ses salaires bloqués depuis des années et ses avantages réduits au fil des ans. Chez PSA, note l'Obs, il y a quand même eu un bon côté, puisque tous les salariés ont reçu un chèque d'intéressement de 2 000 euros pour fêter le retour au profit. On termine cette revue de presse du côté de ces Molenbeek français évoqués par le ministre de la Ville, Patrick Kanner. Le Figaro propose une plongée dans des territoires présentés comme perdus pour la République, des quartiers qui se trouveraient le plus souvent sur la carte des anciennes zones franches urbaines et qui seraient à la fois les plus exposés à la crise, aux violences, au trafic et les plus concernés par les coups de filet anti-djihadistes. Toulouse, Argenteuil, Roubaix, Trappes, Grigny, Aulnay-sous-Bois, soit un peu partout en France. Dans ces quartiers, accuse le Figaro, la France, comme la Belgique, a une guerre de retard et elle la gagnera en ayant le courage de prendre enfin les bonnes décisions. Je cite, une politique pénale plus sévère, selon le Figaro, qui rappelle que l'antiterrorisme va au-delà de la logique des cités, comme l'a démontré le cas de Maxime Auchard, ce bourreau de l'organisation État islamique, qui paradait en 2014 dans une vidéo montrant des décapitations collective, un djihadiste originaire de Bosc-Roger en Roumois, un petit village de 3200 habitants à quelques kilomètres de Rouen, dans le nord-est de la France. Merci Hélène pour cette revue de presse. On vous retrouve tout à l'heure pour ce qu'il faut retenir de la presse internationale.